Parce que j'ai fait du dropshipping. Je peux te dire, de décembre à janvier, j'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Se pose le danger qui est là, c'est que justement l'IA est capable en fait d'imiter un humain, d'imiter en fait un test qu'un humain peut rédiger. Donc finalement, si un humain rédige ce test comme ça, on va dire que c'est l'humain qui a utilisé l'IA pour générer, alors que c'est l'IA en réalité qui a copié l'humain. Moi, je rédigeais les fiches produits. Je détestais ça à mort, mais il fallait manger. Tu vois ce que je dis? On oublie la difficulté en fait qu'il y a dans le truc. Parce que dans l'IA aussi, il y a de la difficulté. Bien sûr. Parce que s'ils arrivent à vendre, c'est pas la faute à celui qui raconte des conneries. C'est la faute à celui qui est tellement con. Pourquoi les conneries? Tu vois ce que je dis? Sinon, l'IA en réalité, bon, c'est beaucoup d'autres choses. Hein. Et aujourd'hui, c'est pas parce que moi je génère des images, je peux faire des choses absolument. Que tu peux dire que tu es expert en IA. D'ailleurs, moi je crois que personne ne peut parler d'IA. Tu partages ta manière d'utiliser l'outil avec les autres sans être expert forcément. Parce qu'ils sont aussi débutants comme toi, ils veulent apprendre de toi. Mais tu prends un expert, il vient là, il commence à parler, on comprend rien. Vous allez bien nous partager des outils que vous utilisez au quotidien pour pouvoir aider ces entreprises-là. Est-ce que vous faites pour eux concrètement? Donc l'IA est en train de mettre tout le monde au travail. Tu vois, soit tu bosses, soit tu disparais. C'est tout en fait. Peut-être bien que en fait, les gens ne se posent pas la bonne question. La question n'est pas est-ce que l'IA va remplacer des métiers? Non. La vraie question c'est est-ce que l'IA va te remplacer toi? Aujourd'hui, ça sera une discussion libre, une discussion à Tchakbodi, comme on le dit chez nous. Pas d'introduction, rien du tout. Juste, j'ai invité deux personnes, deux experts du web marketing. Est-ce que c'est encore le moment de dire que vous êtes des experts? Bon, après, moi, je pense que je suis dans le web marketing, ça fait 10 ans. Si après 10 ans, on est expert, je suis expert. Si après 10 ans, on est débutant, je suis débutant. C'est en fonction de... tu vois. Essaye-toi. Bon, moi, je suis dans le marketing digital depuis 2018. Donc, après, je ne dirais pas forcément en fait le thème expert parce que je continue d'apprendre et le marketing digital, c'est un domaine très dynamique. Et donc, voilà. Mais après, nous tous, nous sommes experts d'une chose, quelque chose que nous savons très bien faire. Et si à partir du moment où quelqu'un sait très bien faire quelque chose, on peut l'appeler expert. Ok. Super. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une discussion libre. Pas de questions, pas de cadre, rien du tout. Et aujourd'hui, je suis avec Serge Maouillon. Il est le lead manager de PSM Group. Bonjour Serge, bienvenue. Oui, merci Claudine, merci pour l'invitation. PSM Group avec un E, bien sûr. C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est en anglais, mais bon. Ouais, voilà. Et ensuite, de l'autre côté, on l'appelle souvent Papa de la stratégie, Ghislain Kodjo. Hello! Bonjour, je suis en train de changer de nom maintenant. Je deviens le sauvage. De la grande sauvagerie. Ok, donc voilà. Allez, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on va discuter aujourd'hui en fait des communications sur les réseaux sociaux, des outils de travail pour les entreprises pour pouvoir booster simplement le personnel branding, leur visibilité en ligne. On va aussi parler de quelques jeunes qui échouent dans leurs entreprises et leur donner des astuces, bien sûr, pour pouvoir se relever ou bien. Et je vais d'abord laisser mes invités se présenter. Ghislain, allez, dis-nous tout. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Comment tu as fait pour connaître la grande Claudine aujourd'hui? Ok, comment je t'ai connue? Ça, c'est une vraie question. C'est vrai, non, c'est vrai. Attention, Madame Claudine, c'est pas n'importe qui, attention. Donc, bon, moi, je sais pas, moi c'est Ghislain Kodjo, donc je suis un entrepreneur de web, je suis web marketeur en fait. Mon boulot principal, c'est le web marketing. Parce que j'ai un master en web marketing, tu vois, et du coup, mon rôle, c'est de mettre en place pour les entreprises des stratégies, les déployer sur les réseaux sociaux, mais sur Internet de façon globale. Parce que le piège aujourd'hui, c'est que quand on parle de communication en ligne, souvent, on est tenté de rester que dans les réseaux sociaux. Après ça, il y a quand même les blogging, il y a tout ce qui est lié au emailing, il y a tout ce qui est lié aux campagnes sur Google AdWords, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire également en termes de marketing digital. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aider les entreprises à utiliser ces différents canaux de communication pour se faire connaître. Ok. D'accord. Voilà. Enchanté. Et on est dans le domaine depuis 2000 ans. On peut dire que j'ai commencé en fait avec la rédaction web et ça, c'était après, j'étais en 3e année de faculté, donc ça devait être en 2009, 2010, comme ça, à peu près. Donc, voilà, c'était 2009, 2010, comme ça que j'ai commencé par la rédaction web. Et après ça, bon, j'ai découvert le monde de la rédaction web en 2009, 2010. Et ça m'a passionné, en fait. Je me suis dit, bon,
Plutôt que de rester à faire de petits jobs, tu vois, dire ouais, je suis spécialiste en SEO, je vais aller en France étudier vraiment ce que c'est que le marketing digital de façon globale en fait, avec le SEO, avec tout ce qui est lié à ça. C'est ainsi que je suis allé. Et donc je pense que j'ai fait ma formation en 2015. J'ai finalisé ma formation en 2015. Donc depuis 2015 jusqu'à 2025 là, je travaille dans voilà, ça à peu près 10 ans. C'est un long parcours. Tu vas nous en dire un peu plus après. Sinon, Serge, allez, présente-toi à notre audience, s'il te plaît. Alors, je suis Serge Marion, je suis lead manager de l'agence BSM Group, qui est une SARL qui est spécialisée dans la communication et le marketing digital 360 degrés. Comme Ghislaine l'a dit, marketing 360 degrés parce que aujourd'hui, le marketing ne se limite pas uniquement à tout ce qui est stratégie, mais ça va toucher également à tout ce qui est élaboration de cette stratégie-là, mais également mise en place de cette stratégie et suivi en fait des résultats qui sont obtenus. Donc nous, en fait, au niveau de notre agence, ce que nous faisons, ce n'est pas que de la communication, nous faisons le marketing digital, mais nous déployons ce marketing-là sur à peu près tous les canaux qui existent aujourd'hui, que ce soit le web et que ce soit également les réseaux sociaux et tout. Sinon, moi-même, je suis consultant en marketing digital, étant le leader de cette agence, bien sûr, et je suis spécialiste en copywriting et en création de contenu sur les réseaux sociaux et SEO. D'accord, enchanté. Pour présentation faite, je vais les laisser discuter entre eux. Allez. Moi, il y a une question que je m'aimerais poser à M. Siège. Est-ce que tu penses réellement que... Parce que moi, par exemple, je travaille avec les agences et je connais aussi des professionnels du SEO, mais qui ont des difficultés actuellement. Parfois, les gens les confondent à l'IA. Est-ce que tu penses que l'IA peut devenir d'une certaine manière un problème pour les professionnels aujourd'hui? Parce que j'ai des gens qui ont rédigé des articles de A à Z, on les a mis dans les checkers d'IA et c'est sorti positif. C'est-à-dire que c'est créé par l'IA en fait. Même moi, j'ai pris mon mémoire que j'ai rédigé il y a des années avant l'apparition de l'IA, j'ai mis ça dans les checkers d'IA, c'est sorti positif. Parce qu'il y a des tournures de phrases que l'IA a pompées sur l'humain. Et aujourd'hui, quand tu l'utilises, on dit que tu es l'IA. Tu penses que ça peut être un danger pour nous, en fait, finalement, ou pas? Oui, je dirais oui et non. Bon, je vais d'abord répondre en fait pourquoi je pense que c'est oui. Et la réponse est déjà dans ta question. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'IA, c'est principalement en fait un outil à qui qu'on a dopé de contenu, d'idées. Et qui, quand on vient, on demande en fait quelque chose, va nous répondre en fait selon l'entraînement qu'elle a reçu. Alors quand tu vas sur ChatGPT, puis tu lui demandes un test, le test qui te génère, c'est pas un test en fait qu'il a sorti de nulle part. C'est des tests en fait qui sont déjà enregistrés chez lui et après en fait il fournit ce résultat-là selon la question en fait que tu lui poses. Donc le problème qui se pose, le danger qui est là, c'est que justement l'IA est capable en fait d'imiter un humain, d'imiter en fait un test qu'un humain peut rédiger. Donc finalement, si un humain rédige ce test comme ça, on va dire que c'est l'humain qui a utilisé l'IA pour générer, alors que c'est l'IA en réalité qui a copié l'humain à la base. Donc ça, c'est le premier danger. C'est vraiment le premier danger. Aujourd'hui, les moteurs de recherche ne comprennent pas forcément, en fait, ne font pas forcément en fait cette démarcation-là, parce que les moteurs de recherche aussi, c'est des outils qui vont fonctionner en fait comme des outils. Donc tu peux écrire un test parfaitement de ton instinct, de ta tête et tout, et ces moteurs de recherche-là ou bien ces outils-là vont estimer que c'est de l'IA. Et si Google décide par exemple de punir les tests générés par l'IA, on se retrouve en fait dans un danger où il y aura en fait des sites web qui vont perdre de la crédibilité, qui vont perdre en fait de leur visibilité, de leur trafic, tout simplement parce que le moteur de recherche a estimé que ce sont des tests générés par l'IA. Donc ça, c'est le premier danger vraiment en fait qui est créé dans le domaine de l'IA. Il faut dire aussi que dans le domaine du SEO, du moins c'est tout, il faut dire aussi que le SEO en fait c'est en réalité en fait un beau métier qui est beaucoup plus basé en fait sur l'intention. Donc on va dire avec le référencement naturel, le moteur de recherche en fait ont l'obligation ou bien ont cette facilité là à aller trouver en fait du bon contenu. Donc quand je pose une question et je demande en fait un sujet en fait sur internet, c'est grâce au SEO que j'arrive en fait à trouver la bonne réponse. Mais si tous les contenus qui existent aujourd'hui sont générés par l'IA, on ne sait plus vraiment quelle est la bonne réponse. Donc le moteur de recherche même va se retrouver en fait à être embrouillé de contenu. On ne sait plus vraiment quel est le bon contenu, quel est le contenu original et tout ça. Donc ça c'est le danger. L'autre chose en fait où je dirais qu'il n'y a pas de danger, c'est que l'IA a aussi optimisé en fait les processus. Donc ça permet aujourd'hui aux professionnels aujourd'hui de travailler très rapidement
Donc, il suffit juste, par exemple, que je demande en fait à l'IA d'imiter. Je peux créer en fait un agent IA et un agent IA rapidement. Et je lui en fait envoie un peu les stratégies que j'ai déjà eu à faire. Et je lui dis en fait de travailler comme ça quand je vais lui poser en fait certaines questions. Donc, l'IA en fait, l'agent IA va me répondre comme ça. Donc, le temps que je passe par exemple à rédiger une stratégie SEO sera beaucoup plus en fait réduit et tout ça et tout. Et donc ça optimise mon travail, ça me permet d'aller très rapidement en fait dans mon travail et tout. Et ça crée également en fait un effet où les professionnels sont obligés de travailler mieux pour être en fait reconnus comme professionnels. Donc, si on avait en fait un lot de personnes qui, tout le monde s'imitait pour être spécialiste SEO, aujourd'hui avec l'IA, ça crée en fait une démarcation entre les personnes qui sont très professionnelles et les personnes qui ne sont pas professionnelles et tout. Donc, c'est aussi l'avantage de l'IA en fait. Mais est-ce que de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez que donc l'IA va remplacer des corps de métier? Je pense que l'IA ne va pas remplacer le métier à lui-même, le métier entier. Mais ça va remplacer toutes les personnes qui sont au bas de l'échelle, qui sont des débutants. Et qui sont parce que en fait, le truc, c'est que les choses basiques qu'ils vont faire, l'IA peut le produire en 2 secondes. Ok? Il y a des choses très complexes que l'IA peut pas faire en fait, parce qu'il faut qu'il y ait l'humain, qu'il y ait l'expertise pour le faire pour l'instant. En fait, je l'espère. Ok, donc l'IA pourra pas le faire. Et du coup, pour cela, on aura besoin des gens qui sont en haut de l'échelle. Tu vois ce que je dis? Les experts, comme on les appelle. Et donc, eux, ils vont toujours garder le poste pendant un moment. On verra si ça évolue avec le temps et on sera balayé. On peut jamais dire jamais. Tu vois ce que je dis? Mais à l'heure actuelle, l'IA a encore besoin de certains experts. Mais il va balayer quand même un bon nombre de gens. Par exemple, si on prend le cas des dessinateurs, avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois ce que je dis? Mais ça va pas détruire tous les dessinateurs. Il y a des dessinateurs qui sont au sommet de l'échelle, en fait. Ils sont incontournables. Donc, tu peux faire ton IA comme tu veux. Tu auras besoin d'eux. Tu comprends ce que je dis? Donc, voilà aussi, en fait. Donc, mais tous ceux qui faisaient de la propriété avec ça marchera plus, en fait, pour eux. Tu vois? C'est dans tous les domaines, ça va être comme ça. Il faudra devenir expert et très, très qualifié dans ton domaine pour se démarquer, comme tu disais tout à l'heure. Donc, l'IA est en train de mettre tout le monde au travail. Tu vois? Soit tu bosses, soit tu disparais. C'est tout, en fait. C'est justement ça. Et puis, moi, si je devrais résumer, en fait, vraiment, c'est ça, c'est justement cette phrase-là. Si tu ne bosses pas bien, l'IA te remplace automatiquement. Parce que l'IA, en fait, va imposer véritablement. En fait, si tu es quelqu'un, tu es un professionnel et que ton travail, en fait, peut être généré par l'IA, c'est que tu n'es plus vraiment en fait un professionnel en tant que tel. Mais si tu es capable de faire un travail que l'IA ne peut pas générer, bah forcément, en fait, tu es un bon professionnel et tout ça. Donc, l'IA, en fait, change les standards un tout petit peu. Aussi, je dirais tout simplement que l'IA ne va pas remplacer, moi, je l'ai répété plusieurs fois, en fait, à travers mes contenus sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup d'experts aussi, beaucoup de personnes répètent ça. L'IA ne va pas remplacer les métiers. L'IA va trouver, en fait, va créer, en fait, une nouvelle façon de travailler. Et à travers une nouvelle façon de travailler, je parle de nouvelles façons de consommer déjà. Parce que je donne souvent l'exemple, en fait, de l'application Doctissimo en France, où aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous en fait médical en France, tu es un peu obligé en fait de passer par cela. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Non. Donc l'application, c'est pas une IA, c'est juste une application. Mais quand c'est venu, ça a bouleversé un peu les activités et les habitudes des gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous en fait, tu es obligé de passer par cette application-là. Donc, c'est un peu ça, en fait, l'IA va créer. C'est-à-dire, l'IA va créer, en fait, une nouvelle façon de travailler, ce qui fait que des choses, en fait, qu'on faisait sans l'IA, aujourd'hui, on est obligé de passer par l'IA pour le faire. Donc, on va faire, en fait, de l'IA, finalement, en fait, un allié plutôt qu'un ennemi ou bien quelque chose, en fait, qui est venu remplacer notre métier et tout. Et je sais pas, puisque tu es dans le marketing digital il y a longtemps, moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé par utiliser les outils digitaux et tout, je me rappelle, il y avait une époque là où, quand Canva a commencé par prendre de l'ampleur, les gens disaient que Canva allait remplacer les graphistes. Les gens disaient ça. Aujourd'hui, quand on le dit, bah, c'est aberrant. Aberrant, vraiment. Mais au début, les gens disaient ça et ça faisait même débat où on dit, ah, mais s'il y a un outil aujourd'hui, tu peux partir sur ça, il y a les templates et tu peux modifier. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de graphistes. Parce que les gens ont confondu en fait l'outil à l'expertise. Canva, tu peux accéder à plein de templates si tu veux faire des trucs rapidement. Mais il faut d'abord déjà avoir l'œil esthétique et la créativité pour sortir un truc de façon professionnelle. Donc, c'est fait que les gens, ceux qui veulent faire des trucs basiques, qui n'ont pas d'argent, ok, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il y a des professionnels aussi qui ont lâché Photoshop et d'autres trucs qui utilisent Canva et qui font des choses extraordinaires. Donc, l'IA n'est pas, en fait, Canva n'était pas venu pour remplacer les professionnels. En fait, la cible à la base, c'était pour des gens qui n'étaient pas professionnels, qui voulaient faire les choses rapidement.
Mais aujourd'hui, c'est même plus au niveau de débutants, de particuliers, même les professionnels, on en fait leur allié. Oui, tu vois, c'est un peu ça. Le cas de Canva, en fait, est évocateur sur le fait que aujourd'hui beaucoup de personnes créent IA, tout simplement parce que en fait, c'est nouveau. Et tout simplement parce que en fait, l'IA arrive quand même à faire des choses qu'on ne pensait pas possible en fait il y a 2 ans, 3 ans derrière. Et justement, ça crée en fait cette effervescence-là qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, ah bah, l'IA va remplacer les graphistes, l'IA va remplacer les rédacteurs et tout ça. Exactement comme on disait en fait avec Canva. Mais aujourd'hui, on s'est habitué à Canva, on a compris que c'est tout simplement un outil. Si tu es professionnel, tu vas bien l'utiliser. Si tu n'es pas professionnel, tu ne pourras tout simplement pas l'utiliser pour réaliser des choses. Peut-être bien que en fait, les gens ne se posent pas la bonne question. La question n'est pas est-ce que l'IA va remplacer des métiers. Non. La vraie question, c'est est-ce que l'IA va te remplacer toi? Ça, c'est la vraie question. Les gens ne se posent pas la bonne question, en fait. Tu vois, parce que dans un métier, en fait, comme on le dit, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix, mon frère. Oui, tu vois, donc, pose-toi la question de savoir, est-ce que l'IA peut me remplacer moi? Et si la réponse est oui, comment je fais pour ne pas être rattrapé et remplacé? C'est la question, c'est juste ça, en fait. Donc, c'est facile de se cacher derrière la phrase, est-ce que l'IA va remplacer les graphistes? Comme si tous les graphistes étaient les mêmes choses. Non, les graphistes c'est pas la même chose. Donc, les gens vont non, il ne va pas te remplacer. Non, toi, peut-être que toi, il va te remplacer. Donc, pour ça, mets-toi au travail, c'est tout en fait. Donc, je pense que c'est un peu ça. Chacun doit élever le niveau pour pouvoir voilà, c'est un allié plutôt que... Ça. Je pense que nous sommes arrivés à la théorie de l'évolution, c'est ça, où il faut, c'est les forts qui vont continuer à, c'est les forts qui vont continuer à se précréer et continuer en fait. Tu vois, la loi de la, comment ça s'appelle ça, la loi de l'adaptabilité. Il y a une loi là, la sélection naturelle. C'est la loi de la sélection naturelle, c'est ça. On est arrivé à la loi de la sélection naturelle, où, en temps de crise, c'est les forts qui vont continuer de marcher. Moi, par exemple, dans le domaine de la rédaction, il y a des types de marchés qui ont disparu avec l'apparition de l'IA. Dès que l'IA est venue, il y a des types de marchés que les gens demandaient. Moi, quand j'ai commencé la rédaction, j'étais recruté pour réaliser pour rédiger ce qu'on appelle les snippets. Donc, les métadescriptions, les titles et tout ça. Mais on n'a plus besoin de personnes pour ça aujourd'hui. Avant, moi, j'étais payé pour faire ça, c'est-à-dire rédiger des métadescriptions, rédiger des trucs. Mais qui va te payer aujourd'hui pour rédiger des métadescriptions? Il faut juste fournir, en fait, des tests de 1000 mots et puis à l'IA, et puis le gars l'IA te résume le truc en fait très rapidement. Et tout. Donc, il y a des métiers, il y a des façons de travailler qui ont disparu déjà. Et tout ça va continuer. Et ça va continuer. Et mais moi, en fait, ça m'amène en fait à poser une question à Ghislain, parce que il y a quelqu'un qui évoquait ça dernièrement. J'ai lu un contenu en fait qui évoquait ça. Ce sont les anglophones en fait qui en parlaient justement, où ils disent que il y a beaucoup de personnes qui sont focus sur le fait que l'IA va remplacer, l'IA va remplacer, mais on se pose très peu la question de qu'est-ce que l'IA va créer comme opportunité? Qu'est-ce que l'IA va emmener comme nouveau métier? Parce que l'IA crée de nouveaux métiers, on est d'accord sur ça. Donc, quels sont ces métiers-là, selon toi? Quelles sont les expériences que tu as déjà eu à faire sur ce sujet? Tu vois, par exemple, moi je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'imagination. Tu vois, j'ai toujours voulu créer des bandes dessinées, tu vois, créer des choses un peu plus graphiques. Mais j'ai souvent du mal à expliquer ce que je veux textuellement à une personne, tu vois. Moi, c'est toujours mon problème, ça. C'est pour ça que j'ai commencé par apprendre plein de métiers à la fois, parce que je veux faire ça moi-même, tu vois. Donc, aujourd'hui, avec l'IA, moi, je suis pas un dessinateur de quoi, tout ça. Mais aujourd'hui, je peux créer ma bande dessinée. Je peux vendre ça sur Amazon. Tu vois, je peux créer des livres pour enfants. Je peux créer des comptines et tout ça. Tu vois. Donc, en fait, c'est plein de business, de nouveaux business qui sont en train d'émerger. Et les gens, ils sont focus sur le métier à eux. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire que moi, je suis web marketer. Tu parlais de rédaction de snippets. Okay. Moi, j'ai rédigé les fiches produits. Je détestais ça à mort, mais il fallait manger. Tu vois ce que je dis? Tu vois, on t'envoie une fiche, je sais pas, un catalogue de, je sais pas, 1000 produits, tu es là, rédigé, cravate noire, tu rédiges. Aujourd'hui, tu mets ça dans l'IA, tu sors tout. Est-ce que je vais rester là à pleurer sur mes fiches produits que j'ai perdus? Non. Ou comment je peux faire pour créer peut-être une chaîne YouTube destinée aux enfants où je partage que des histoires africaines. Tu vois, je peux créer des contenus à l'africaine, je peux donner des imaginations. Avec mon vécu, je suis au Bénin, j'ai entendu plein de trucs, je peux créer plein de contenus, plein d'histoires que je vais pouvoir animer avec les outils IA qui existent et pouvoir aller bouffer l'argent sur le YouTube Kids. Pourquoi je fais pas ça? Tu vois, donc les gens, ils sont... En fait, moi, j'ai remarqué un truc. La plupart des gens n'ont pas le temps de s'asseoir pour réfléchir à comment je gagne de l'argent. Ils passent beaucoup de temps à regarder comment les autres gagnent de l'argent pour essayer de copier. Mais souvent, c'est trop tard.
Tu vois ce que je dis? Et soit parce qu'au moment où ils copient, ils ne sont pas les seuls à copier. Il y a plein de personnes. Plein de ceux qui copient. Tu vois ce que je dis? Que la personne amène ça sur Internet pour que tu puisses voir. Il y a déjà. Ah, tu vois, moi je dis toujours aux gens, restez l'esprit ouvert. Okay. Dès qu'il y a un problème quelque part, il faut savoir que quelqu'un est en train de manger l'argent en bas. Tu vois ce que je dis? Non, mais dès qu'il y a un problème, tout le monde est en train de crier. Il faut savoir qu'il y a un gars en bas. Lui, le ventre est en train de grossir. Comment faire pour le piquer un peu ce qu'il a? Il faut rester l'esprit ouvert. Aujourd'hui, l'IA a peut-être supprimé le boulot de certaines personnes, tu vois, parce que voilà, pas le métier, mais eux, parce qu'ils sont plus intéressants par rapport à ce qu'ils produisent comme contenu, tu vois, ou par rapport à ce qu'ils ont comme compétences. Mais au lieu de rester focus sur l'évolution de trucs, pouvoir comment se débrouiller et avoir sa place dans tout ce qui se passe, ils vont se plaindre et devenir complètement dépassés par les événements. Tu vois? C'est très bien en fait que tu l'évoques parce que surtout en fait je voudrais rebondir juste sur l'aspect pendant que les gens sont en train de trouver le problème, de penser au problème, certaines personnes commencent déjà par trouver en fait des solutions. Et gagnent de l'argent grâce à ça. Dans le SEO par exemple, il y a l'une des choses en fait qui font gagner de l'argent dans le SEO, c'est le fait de créer ses propres sites web et de les vendre, soit pas en vendant le trafic en faisant de l'e-commerce, ou bien tout simplement en vendant en fait des articles invités ou bien des liens, en vendant du lien et tout. Et quand l'IA est venue, je me rappelle, il y avait beaucoup de contenu. Bon, quand je parle de l'IA est venue, je parle de ChatGPT, hein. Je parle de novembre 2022, non, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, quand ChatGPT a été lancé et tout, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire est-ce que les contenus générés par Google et générés par l'IA sont détectés par Google? Est-ce qu'on peut rédiger un texte avec l'IA et être visible en fait sur Google et tout? Mais pendant que les gens se posaient cette question-là, il y a d'autres personnes qui ont créé des sites web 100% IA pour tester le truc, quoi. Genre, ça dit, parce que de toute façon, aller générer un test de 1000 mots sur ChatGPT, ça va pas te coûter en fait de l'argent. Donc, les gars, au lieu de se demander si Google va pénaliser, ils ont commencé par générer des tests en même temps, créer des sites web 100% IA pour tester. Et ça a marché. Aujourd'hui, c'est vraiment un business où tu peux créer en fait un site web automatisé de A à Z grâce à l'IA et te faire de l'argent en faisant de l'e-commerce, en faisant en fait du truc là et tout. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment en fait aller dans ce dynamisme-là. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, dès qu'on commence pas à dire l'IA va remplacer, l'IA va remplacer, l'IA va remplacer, commencez pas à détecter en fait tout ce que l'IA peut remplacer ou bien tout ce que l'IA crée. Peut créer comme opportunité. Comme opportunité. Par exemple, tu vois, ça me rappelle toujours l'histoire des chercheurs d'or. Au moment où tout le monde cherchait l'or, c'était la problématique numéro 1, trouver l'or et devenir riche. Il y en a qui se sont dit, tiens, ici nous vendons des cartes pour trouver l'or. Oh, eux-mêmes, ils ne savent même pas où il y a l'or. Tu vois ce que je dis? Mais ils vont vendre des cartes aux gens. Il y a des gens qui vont vendre des perles. Il y en a qui vont vendre des trucs pour creuser. Mais eux, ils sont devenus plus riches que la majorité des gens qui cherchaient l'or. Tu vois ce que je dis? C'est toi qui leur vends l'outil pour aller chercher l'or. Tout à fait. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis souvent aussi quand un business vient sur Internet et que tout le monde en parle. Genre, c'est trop partout, tu vois. Même le gars de ton quartier, il en parle. Mon frère, fais pas. C'est ça le dire. Non, mais il y a un problème, tu vois. C'est que... Même les vrais business qui donnent de l'argent, on n'en parle pas sur Internet. Bien sûr. Et puis, en fait, faut dire un truc. En fait, il y a des business qui donnent de l'argent et on en parle sur Internet. Mais, si tout le monde en parle, ça voudra dire que tu peux gagner de l'argent, ça veut dire que tu ne vas pas gagner de l'argent, tu peux gagner de l'argent. Mais il va falloir que tu bosses comme un fou. Avant de gagner. Tu vois ce que je dis? Donc, tu prends 1000 personnes, bah, il y aura 2 ou 3 qui vont réussir à gagner de l'argent dans ce business-là. Tu vois? Mais ces 2-là, ils vont continuer à convaincre d'autres personnes que c'est la voie, tu vois, au lieu de les orienter vers d'autres choses. Voilà. Tu vois ce que je dis? Et puis après, moi ça me dérange même pas la vente de formation, ça me dérange pas du tout. Tu vois ce que je dis? Parce que moi aussi j'ai été un grand vendeur de formation. Laisse-moi défendre ma patrie. Tu vois, mais c'est vrai que moi j'ai arrêté aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai d'autres projets qui me prennent beaucoup plus de temps. Tu vois, et après moi j'avais une vision de vente de formation, c'est que dès que tu achètes une formation chez moi, je pense que je dois faire une suivi de 3 mois minimum avec toi, tu vois, dans les gens m'écrivaient tout ça. Ça me prend beaucoup de temps, ok? Donc je me suis dit, quel business je peux lancer où on ne me dérange pas tous les jours, tu vois. Donc je suis passé à autre chose. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des très bonnes personnes qui vendent des formations, mais ils sont très peu. Ouais. En vrai, ils sont très peu. Et c'est ça qui soulève... Ce qui m'a fait mal,
dans le domaine de la vente de formation. Et je me suis dit, je ne vends plus jamais de formation. C'est que même des élèves que j'ai eus, qui étaient nuls, tu vois ce que je dis? Genre, je les criais dessus matin et soir, tu vois. Mais ça n'a rien donné, tu vois. Et après, je les vois. Dans les publicités Facebook Ads et tout ça, j'ai généré ci, j'ai généré ça, je vais te dire, fais-toi. Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vois, mais il y a un problème, il y a un problème de crédibilité, de véracité dans ce qu'ils disent en fait, tu vois. Et puis il y a des gens, tu les vois, je ne veux pas dire que l'habit ne fait pas de moine, mais on sait qu'ils n'ont pas cet argent dont ils parlent. Quand les gens te parlent de millions d'euros, tu as l'impression qu'ils n'ont... En fait, ça me prouve à quel point ils ne savent même pas c'est quoi le million d'euros. Tu vois ce que je dis? Tu vois ce que je dis? Parce que si tu donnes 1 million d'euros, c'est 655 millions de francs CFA. Bouffe 1 million par mois. Non, je dis, tu peux bouffer 10 millions de francs CFA par mois si tu veux. Donc tu as une vie où tu bouffes 10 millions de francs CFA par mois. Et compte le nombre de mois tu vas faire pour pouvoir bouffer tes 1 million d'euros. Tu vois ce que je dis? 60 mois. Oui. Tu vois ce que je dis? Oui. Donc, ces gens-là, quand tu les vois, toi-même tu sais qu'ils n'ont pas ça. Tu vois ce que je dis? Non. Tu vois ce que je dis? Oui. Donc, il y a un problème où on pense qu'on peut s'asseoir aujourd'hui devant une caméra, raconter ce qu'on veut et tout ça. Mais après, moi je dis toujours, c'est pas leur faute. Parce que s'ils arrivent à vendre, c'est pas la faute à celui qui raconte des conneries. C'est la faute à celui qui est tellement con. Pourquoi des conneries? Tu vois ce que je dis? En fait, je crois qu'il faut relativiser. Je suis d'accord que c'est peut-être aussi le problème de celui qui est con et qui achète. Mais tu es un web marketeur. Oui. Et tu sais comment on manipule. Donc, quand on prend de ce point de vue-là, tu vois que ceux qui achètent ne sont pas forcément à blâmer. Tu n'as pas tort. Et c'est pour cela que, laisse-moi passer un instant publicité. Allez. Allez lire mon livre, Les millions du bluff. Moi, je vous parle des millions du bluff parce que ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai travaillé dans l'ombre. Tu vois ce que je dis? J'ai travaillé dans l'antichambre de la création, tu vois, du fake marketing. Tu vois ce que je dis? Parce que pour asseoir à un moment donné ton fake marketing, tu ne peux pas le faire que sur Internet. Pour upgrader, tu vois, atteindre un autre niveau, il faut passer à la télé. Tu vois ce que je dis? Et pour ça, il y a une industrie de malade mental qui est derrière. J'ai travaillé dans l'antichambre de cette industrie-là. J'ai vu beaucoup de gens passer. Je ne peux pas citer les noms, mais quand ils me voient, ils savent et je sais. Ils savent que tu sais. Donc, ce qui fait que tu ne vas jamais les voir quelque part appeler mon nom dans un petit truc. Ils savent que je sais. Tu vois? Et ces gens-là, j'ai vu comment ils ont fait. Donc, sans pour autant citer des noms, j'ai décrit des faits concrets. Tu vois? Les méthodes qu'on utilise, où on passe et tout ça, tu vois? Allez lire le livre simplement et vous allez voir. Tu vois, qu'est-ce que j'aimerais dire en fait par rapport à ce que dit Ghislain sur cet aspect-là de la chose, c'est que il y a beaucoup de choses que nous savons, mais il y a des gens très connus, qui sont très populaires, qui ne savent pas. Et la dernière fois, j'ai lu, je ne vais pas citer de nom, j'ai lu en fait sur Facebook quelqu'un qui disait qu'il est très très respecté, hein, qui insulte même les autres d'être cons, d'être des imbéciles et tout. Qu'il ne savait pas qu'on pouvait payer Forbes pour écrire un article. Ça m'a étonné, ça m'a... Wow, ça me donne une idée de qui c'est. Comment lui, en fait, lui, avec son niveau intellectuel, avec tout ce qu'il a réalisé, en tout cas, peut dire qu'il ignore que c'est pas possible de payer une presse pour écrire un article. Alors que même possible, sur la presse eux-mêmes, ce qu'ils mettent, tout le monde déjà qui disent on n'a rien à voir avec ça, il nous a payé. Après, pour ne pas être son avocat, moi j'aime bien défendre ceux qui sont pas présents, mais pour ne pas jouer son avocat, je peux essayer de contextualiser l'époque, tu vois, parce qu'il y a une époque, parce que tu parles de Forbes et tout ça, mais cette industrie même, moi je travaille dedans, tu vois. Comment on a recruté tu vois, j'ai travaillé dans cette industrie également. Donc, tu sais, je le savais déjà des années avant. Même que des gens l'utilisent pour... Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne peux pas parler pour les raisons de secret professionnel et tout ça. Donc, je ne parle pas beaucoup de certains trucs. Donc, pour sa défense, à cette époque-là, je peux reconnaître qu'il y avait très, très peu de gens qui savaient qu'on pouvait avoir un article dans Forbes sans être Forbes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Forbes Brand Voice, qui est dédié aux entreprises. Tu vois, donc les entreprises peuvent payer et communiquer dedans. Tu vois, et puis il y a le Forbes qui fait
la notation des riches et compagnie et tout, qui ne pas la personne qui reste dans son coin, qui fait ses recherches et son benchmark, pour voir ceux qui influencent le monde actuel, ceux qui sont riches et compagnie, et sortent leur liste à eux, ils sont incorruptibles. Oui, mais tu vois? Tu sais, Justin, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème avec ça, ce n'est pas le fait de ne pas savoir directement qu'on puisse payer pour avoir en fait un article, mais de penser que on puisse apparaître en fait dans un média sans qu'il y ait en fait genre un exercice de pouvoir derrière en fait. Il y a forcément un exercice de pouvoir derrière. Parce que, par exemple, quand Poutine a commencé par prendre de l'ampleur et tout, et voulait véritablement en fait avoir du pouvoir sur l'Occident, il a créé en fait des médias. Il a créé RT. Je pense Russia Today. Oui, il a créé ça. Donc on sait que les médias ont toujours servi un but, ont toujours eu en fait une volonté de pouvoir passer en fait un message, que ce soit de la propagande positive ou bien propagande négative. Donc si on prend Forbes, même Forbes aujourd'hui, les classements qu'ils font et tout ça, il y a un outil de soft power derrière qui font qu'ils ne vont pas parler de tout le monde. Il y a des personnes qui sont très riches, dont ils ne vont jamais parler de ces personnes-là parce qu'ils vont estimer que ces personnes-là font du faux ou bien font telle chose et tout. Donc déjà, cette sélection-là fait que Forbes s'est influencé par autre chose et tout. Et quand on parle d'influence, on ne peut pas parler d'influence sans argent. Non, pas du tout. Donc, en fait, c'est son statut. C'est parce que moi, je le respecte beaucoup. Bien sûr. C'est parce que je le respecte beaucoup. Pas que je l'accuse même. Je le respecte beaucoup. Mais surpris, voilà, j'ai été très surpris que quelqu'un de son niveau n'ait pas cette information. Et justement, ça appuie en fait les dires de Claudine tout à l'heure qui disait que ce n'est pas forcément que les gens sont naïfs. C'est pas forcément que les gens sont naïfs. C'est tout simplement parce que il y a certaines informations que nous, étant dans le domaine, nous savons que ces informations sont banales, mais que des personnes qui ne sont pas dans le domaine ignorent complètement. Tout simplement. Toi, par exemple, tu as parlé d'un outil la dernière fois qui permet en fait de fake des captures d'écran, des résultats. Mais si tu prends en fait quelqu'un, le béninois lambda, qui voit en fait un tableau de bord qu'on actualise mais que le montant est toujours là, il va dire c'est vrai parce que dans sa tête il ne conçoit pas que il puisse avoir en fait un outil qui permet de faire ça. Donc une personne très intelligente peut se retrouver en fait à acheter des formations qui sont complètement fausses. Exactement. Et moi, je suis tombée dans le piège en 2023. Je suis tombée dans le piège. Je voulais J'espère que tu es devenu. Pas encore milliardaire, mais on est sur le chemin. Et en fait, dans ma tête, tel qu'on me présentait la solution, c'était tellement bien fait. En plus, on me montrait que je devais m'impliquer, je faisais bien les choses. Genre, on me disait juste ce que je devais faire. Et moi, j'appliquais, je m'attendais à avoir des résultats, mais derrière, quand je me rends compte de ce que j'ai eu comme résultat, je me dis forcément, c'est pas la faute de la personne qui achète, quelle que soit l'ouverture d'esprit que tu as. Et quand je parle d'ouverture d'esprit, c'est que avant d'acheter quelque chose aujourd'hui, attention, c'est pas que je suis grincheuse ou que je n'aime pas investir en moi, mais non, je peux faire je vais faire toutes les recherches qu'il faut et tout, mais je vais toujours passer à l'action tant que je sais que j'ai besoin de la chose. Mais malgré ça, on arrive des fois moi-même à me manipuler. Vous comprenez que si nous on est dans le domaine et que ça nous arrive, prenez quelqu'un qui n'est pas forcément dans le domaine, c'est très facile de manipuler ces personnes-là et de leur vendre du faux derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des publicités sur Internet et que d'autres personnes, enfin, il y a des jeunes qui les insultent. Je ne dis pas que forcément il faut les insulter, dire qu'ils mentent et tout ça. Mais après, je me dis, on va parler, on va dire qu'ils sont frustrés de n'importe comment. Ils ont raison de le dire. Et quand vous vous exposez sur Internet, vous devez vous attendre à certaines attaques en fait qui vont venir avec. Donc quand les gens insultent aujourd'hui, je vois les gens qui prennent les commentaires qui disent on peut encore penser comme ça aujourd'hui, les gens n'ont pas ouverture d'esprit, ils n'ont pas mindset. Et je les regarde, je dis mais en fait les jeunes là ils font quoi? Moi je suis encore très jeune mais je dis mais les jeunes là vous faites quoi? Vous pensez que quoi? Que c'est facile de trouver l'argent aujourd'hui où vous vous levez et tu fais quoi aujourd'hui? Les 11 heures tu dors. Ah non, je suis en train de regarder ma boutique et je viens de générer 2 millions d'euros. Non, en fait, moi, je pense que il y a quelque chose que moi j'appelle en fait le syndrome du savoir. Je ne sais pas, mais je pense sincèrement que les gens ont théorisé ça certainement parce que c'est quelque chose qui est très courant. Syndrome du savoir parce que quand tu sais quelque chose, tu as l'impression que tout le monde sait.
tu as l'impression que tout le monde est au même niveau d'information que toi. Que toi. Donc, parce que toi, tu sais maintenant qu'on peut gagner de l'argent grâce à telle chose, tu trouves que c'est tellement aberrant pour les autres de ne pas savoir ça, au point même où ça te rend orgueilleux, au point où tu veux les insulter parce qu'ils n'arrivent pas à profiter de ça. Donc, tu peux faire ça. Dans l'apprentissage, par exemple, quand tu commences par apprendre quelque chose, dès que tu apprends 2-3 clés, tu te sens comme expert. Tu as l'impression que... C'est vrai, ton dernier post, on est sûr. Expert en marketing et tout. Et après, tu te rends compte que quand même, c'est beaucoup plus complexe que ça. Surtout les experts improvisés en marketing. C'est comme le domaine du personal branding. Oui. Moi, je suis dans le domaine du personal branding. J'ai même écrit un livre sur le sujet. Mais je ne peux pas pour autant dire que je suis expert en fait du sujet. Et c'est un domaine qui est tellement complexe, tellement complexe, mais en même temps, on peut très rapidement faire le tour. Dans une publication, quelqu'un peut te parler de personal branding. Et voilà, ce sera quand même complet, quoi. Mais dans l'application, l'application, c'est pas du tout comme ça. Et donc, dans ce domaine-là, bah, il faut juste que j'ai une liste de 3 choses, photo de profil, professionnel, couverture, le principe japonais, trouver son objectif et tout ça. Et il se dit, bon, ok, je maîtrise le personal branding. Donc, il y a ce problème-là qui est là. Et donc, tu connais quelque chose, tu es tellement informé sur un sujet que tu as l'impression que tout le monde est informé sur le sujet, au point même que tu vas les trouver bêtes ou bien ignorants. Absolument. Je peux te dire, te raconter une histoire. Tu vois, moi, j'ai fait mon master 2015. Demande-toi à 2015. 2015. Ça ne peut même pas encore le PPC. C'est les bébés 2000 là, ça. Tu vois, bébé 2000. J'ai fait mon master en 2015, ok? Et j'ai commencé par me faire connaître sur Internet vers fin 2018-2019. Tu vois, ça fait à peu près 4 ans avant que je commence à me faire connaître sur Internet. Pourquoi j'ai commencé par le faire? Parce que je passais mon temps avant, tu vois, comme je suis fraîchement sorti de master, j'ai fait les grandes agences et tout ça, on était à fond dans le gros hacking, on avait les outils de ouf, tu vois. Donc la tête était chaude, tu vois. Mais je voyais les gens raconter n'importe quoi sur Internet, tu vois. Mais je passais mon temps à les snobber de loin, tu vois. Qu'est-ce qu'ils racontent, lui, et tout ça. Mais un jour, je parlais avec un gars qui me dit, toi, tu passes ton temps à dire que tu es fort, que ci, que ça, l'autre, il dit n'importe quoi. Mais qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que tu proposes? Mais qu'est-ce que tu proposes en fait? Tu vois, tout ce que tu sais, c'est de regarder les vidéos des gens et rester dehors. Qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois? Mais tu proposes quoi? Dis que ce qu'il dit, c'est pas con en fait. Parce qu'on va faire, on va créer une page, ça va s'appeler Digitalement Parlant et on va bouleverser tout le game. C'est là qu'elle est dit ça. C'est là qu'elle est Digitalement Parlant. Et c'est là que beaucoup de gens commencent à me connaître. Sinon, moi, je m'en foutais de sortir sur Internet. Moi, manger mon argent dans mon coin, ça m'allait. C'était tout mon problème. Tu vois, donc c'est comme ça que j'ai commencé par publier des trucs en fait. Et quand on connaît, comme tu le dis, en fait, on pense que tout le monde connaît. Tu vois, et surtout quand on voit que, ça c'est ce que j'ai remarqué, plus tu vas connaître, tu vois, moins tu auras envie d'aller faire des débats. Parfois ça t'énerve en fait. Tu vois, ça t'énerve en fait parce que parfois l'autre il ne sait pas. Mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Mais du fait qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas, il va te fatiguer. Tu vois ce que je dis? Il va te fatiguer. Ces personnes-là, c'est très difficile de faire un débat. Voilà, du coup, il va t'énerver jusqu'au moment où un jour, par un heureux hasard, il va se rendre compte qu'en fait, tu avais raison. Mais jamais il va revenir te dire, oh, mon frère, je m'excuse. Tu vois? Donc c'est pour ça que tu vas voir qu'on dit souvent que la plupart des gens qui savent sont des sages. C'est faux. La plupart des gens qui savent sont des gens qui s'énervent très vite. Et comme ils ne veulent pas s'énerver très vite, ils ne veulent plus parler. Et donc ils se retirent, ils restent dans le coin. Tu vois? Et on pense qu'ils sont sages. Non, c'est parce qu'ils ne veulent plus se fatiguer dans les histoires. Tu vois ce que je dis? C'est un peu ça, tu vois? Mais si tout le monde fait ça, si tu parles de principe que tu sais et que tu ne veux plus te fatiguer, tout ça, mais tu vas laisser le champ libre à ceux qui ne savent pas. Et tu comprends? Et ça, c'est le piège en fait numéro 1. Parce que toi, tu dis, je m'en fous. Mais n'oublie pas que ton frère, ton cousin, ta soeur, les gens, ils peuvent se faire avoir. Donc, tu contribues à créer une société où des gens qui ne savent pas enseignent à des gens qui aimeraient apprendre des choses qu'ils ne savent pas. Des choses qui ne sont même pas capables. C'est très évocateur en fait ce que tu es en train de dire. Et ça me fait rappeler en fait une expérience que j'ai vécue très récemment. Et en fait, il y a un problème aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout. On dit que tout le monde est expert, tout le monde est truc là, tout le monde porte veste et tout et tout. Et faut pas me... en fait, je suis en train de parler en fait du côté caricatural, du personnel branding et tout. Et on dit qu'il y a beaucoup de faux aussi. Ceux qui vendent des formations, on va dire, ah, ce sont des faux et tout et tout. Mais s'il y a beaucoup de faux, est-ce une raison pour ne pas faire du vrai? C'est pas sûr. Tu comprends? C'est vrai. Donc, à un moment, s'il y a beaucoup de faux,
c'est peut-être parce que il n'y a pas suffisamment de vrai, et comme la nature aurait du vide, il y a forcément des faux qui existent. Donc, il faut que les gens qui sont experts et tout ça puissent commencer par prendre la parole, montrer en fait le travail sur les réseaux sociaux, montrer qu'il y a le vrai qui existe, et voici le vrai et tout. Ça me donne envie de relancer ma formation en même temps. Voilà, si le vrai existe, si le vrai existe, forcément, le vrai pourra permettre en fait de faire la distinction entre ce qui est faux et le vrai. Ce qui est faux. Parce que si tu dis, bon, parce qu'il y a trop de faux, moi, comme je fais le vrai, je ne veux pas en fait me mélanger à eux. Les gars vont acheter en fait ce qui est faux. C'est ça. Et en fait, la dernière fois, moi, j'étais en train de discuter avec un voisin, là où nous travaillons, en fait, là où il y a l'agence. Et j'étais en train de discuter avec le voisin me dit, mais qui veut se lancer en fait dans l'IA? Je dis, mais comment tu veux te lancer dans l'IA? L'IA, c'est pas... dans l'IA. Tu ne peux pas te lancer dans l'IA. Il dit que non, que lui apprendre parce qu'il a vu quelqu'un qui a dit qu'il gagne 1 million grâce à l'IA. Et que lui, en fait, ça l'intéresse. J'ai dit, qui est cette personne? Il m'a montré son profil et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il a dit qu'il a acheté son e-book. La personne a un e-book, en fait, sur l'IA et tout. Et donc, je lui ai dit, mais fais-moi voir le e-book. Il a dit, ah non, que lui l'a payé. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas apprendre dedans. Je veux juste, en fait, lire pour voir, en fait, de quoi il s'agit. Et il me balance le truc, c'est complètement vide. Humblement, je le dis humblement, hein, c'est vraiment vide, quoi. Genre, c'est pas vraiment le genre de truc qu'on aimerait acheter. Ouais, on aimerait acheter sur Internet. Peut-être que c'est peut-être par rapport à mon niveau que je le dis, mais franchement, c'est vide pour quelqu'un, en fait, qui veut comprendre un peu l'IA, comment ça se passe et tout. Et là, moi, j'ai fait une réflexion, je me suis dit, mais, puisque moi, j'utilise l'IA, moi, ça fait près de 2 ans maintenant que j'utilise l'abonnement premium de ChatGPT, quoi. Je me dis, mais puisque moi, j'utilise l'IA, est-ce que ce serait pas bien que je fasse un document introductif à l'IA? C'est vrai, je dis, bon, moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je suis déjà dans un domaine, et c'est pas mon domaine et tout, mais ce sera bien. Comme ça, mes frères qui veulent s'insérer dans l'IA ou bien qui veulent apprendre pour comprendre un peu ce que c'est que l'IA, je peux leur balancer ça pour dire, si tu prends ce document, ça peut t'aider en fait à comprendre un peu les bases de l'IA et ne plus te faire avoir par quelqu'un qui dit qu'on peut devenir riche grâce à l'IA. De cette façon-là, tu crées le vrai qui contrecarre en fait le faux. Et au moins, on sait qu'il y a un marché finalement où il y a le vrai, il y a le faux. Et quand on prend le faux, au moins on peut dire, ah, ça c'est le faux parce que le vrai c'est ça. C'est ça. Et déjà, tu sais, ça me rappelle un truc. Il y a un internaute qui m'a demandé la fois dernière comment on arrive à faire la différence entre quelqu'un qui est dans le faux et quelqu'un qui est dans le vrai. Moi, je dis en fait, c'est juste que c'est en vrai, normalement, sur Internet, c'est pas compliqué à savoir. Celui qui est dans le faux, c'est une partie de mon livre que je dévoile là. Vas-y. C'est une partie. C'est une personne qui va mettre beaucoup plus en avant la finalité que le processus. Tu vois ce que je dis? Parce que le processus, c'est fatigant. Si tu en parles, tu ne payeras pas. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler d'argent et jamais de compétences. Et au quotidien, il va juste montrer son lifestyle, mais jamais ses compétences. Il partage rien gratuitement. Si tu veux tout ce que tu veux apprendre, il faut payer. Tu vois ce que je dis? Et il peut te dire, ouais, mais j'ai mis des mois, des années à apprendre mon truc, non, laisse tomber. Il y a le minimum vital que tu peux offrir gratuitement à des gens. Même ça, il n'offre jamais. Même peut-être difficile, quoi. Tu vois ce que je dis? Donc, ce qui veut dire qu'il sait pertinemment que s'il commence par partager ce qu'il sait, qu'il pense. Il n'aura plus rien. Non, mais c'est surtout qu'on va se rendre compte rapidement qu'en fait, il n'a rien à offrir. C'est ça, c'est la vérité. Tu vois? Donc, moins il parle, mieux il se porte. Donc, il va beaucoup plus vendre le lifestyle, le rêve. Parce que la vérité, c'est quoi? Tu prends les compétences, c'est pourquoi? Dis-moi, quand tu prends une formation, une compétence, dans ta vie, tout ce que tu fais, c'est pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. Pour avoir une belle vie, n'est-ce pas? Donc, il va te laisser tout ça de côté. Il dit, la belle vie là, cette belle vie que tu as là, tu vois ça là, fais ceci, mon frère. Tu vois? C'est pas aussi facile d'en parler. Tu es dans un domaine. Bon, nous par exemple, moi, des fois, je me dis, bon, je vais m'éloigner des réseaux sociaux et tout, mais je me dis, tu rencontres, au quotidien, il y a quelque chose en fait sur lequel tu aimerais parler. Tu aimerais parler de tes difficultés, tu es chef d'agence, il faudrait tu y et tout. Mais si je ne parle pas de ces trucs-là au quotidien et tout, et je vais tout simplement inviter d'autres personnes en fait à créer des agences comme moi, je vais faire un focus sur que mes résultats.
Oui. Et je t'assure, si je parle des résultats de BSM Group, c'est tellement tu vas vouloir fonder en fait une agence juste après ce podcast, quoi. Faut en parler. Non. Sinon, je suis pas sûre de lancer des Mais en agences. même temps, si je te parle des difficultés, bah, tu l'auras moins envie. Ça. Oui. Parce qu'en même temps, il y a les difficultés, il y a les résultats. Le résultat vient parce que tu Il y as a eu- supporté en fait la difficulté. Sauf que celui qui vend du faux pour appuyer les propos de Disney, Lui, il oublie les difficultés. et tu parles que des résultats. Que des résultats. Tout le temps des Exactement. résultats. J'ai fait ça. J'ai fait et ci, voici ça donne voilà. ça. Mon business m'a généré tel argent. Et puis après, finalement, le générer, même là, c'est souvent le chiffre d'affaires. Oui, c'est même pas le bénéfice. résultat, c'est pas le bénéfice. On parle de chiffre d'affaires. Je te raconte encore une histoire. Moi, c'est comme si j'étais un chat, que j'ai 10 000 vies. Tu vois, ça y est. Tu vois, parce que j'ai fait du dropshipping. Je te donne un exemple. Oui. Donc, au début, quand j'ai commencé, puisque moi, j'avais la chance quand même que j'ai fait une formation en web marketing. Donc, c'était pour vendre un site internet là. Machallah, tout va bien. OK? Et tout va bien. Donc, j'ai commencé par vendre. Jeune, tu vois, jeune fraîchement, tout ça. J'ai pris ma boutique. C'était en décembre, tu vois. Parce qu'on voulait vendre pour les fêtes de fin d'année, tout ça. oui, ils appellent ça le Q4. C'est que 4. Formation 1000 €. Bon, continuons. Donc, j'ai créé ma boutique. Je peux te dire, de décembre à janvier, j'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est beaucoup d'argent, hein? Ouais, énormément. Attendez, pause. 200 000 €, c'est beaucoup d'argent. Genre, ne vous laissez pas avoir parce que les gens disent sur Internet. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Seulement que dans les 200 000 €, il ne faut pas oublier que c'est du dropshipping. Donc, le fournisseur, il faut le payer, mon frère. Oui, évidemment. Ah, bien sûr, il faut payer le fournisseur. Donc, tu payes le fournisseur qui se charge de livrer les clients. Par derrière, tu vas payer les frais de publicité. Oui. Tu vois, pour faire 200 000 € de chiffre d'affaires, ça ne tombe pas du ciel. Non. Tu vois, Faut investir parfois tu es déjà dans plus de 5 000, 50 000 € de pub. Tu vois ce que je dis? Avec les produits qui peuvent se retrouver parfois à 50 000 € déjà, tu vois. Donc, tu te dis, bon, de toute façon, tu fais tout ça, c'est bien. De toute façon, tu gagnes un petit 80 000 € net, c'est pas mal. Si tu dis ça. C'est là que tu te trompes. Parce que je n'avais pas les bonnes informations. Parce que quand tu atteins un certain seuil, tu étais auto-entrepreneur, tu vois. Quand tu atteins un certain seuil, il y a la TVA qui te rattrape. Oui. Surtout, Moi, je vendais, TVA, je ne connaissais même rien, tu vois ce que je dis. Donc, quand on m'a fait le rattrapage de ci, de ça, et que. Ah. Tu sais, moi, quand je me suis regardé, tout ça, quoi. Ça fait. 200 000 € là, vous finalement, tu as eu combien? Même pas 10 000 € dans ma poche. Et pourtant, la personne qui va venir vendre cela sur Internet ne va pas parler. Je dis, même pas 10 000 € dans ma poche. Bon, Si en français, tu viendras nous vendre ça. donc, 6 millions de francs. voilà. Mais je peux faire capture d'écran, vivre mes 200 000 €. Je les ai gagnés. Et ce ne sera même pas des fakes, c'est des vrais captures d'écran. Tu vois? Mais combien j'ai bouffé dans ma bouche, le même là. Donc, avec le chiffre d'affaires, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber, c'est un faux problème. Vrai. C'est un faux problème. Moi qui suis dans le domaine, qui travaille avec des infopreneurs, souvent, tu veux travailler avec la personne, vous êtes entendu sur tout. Mais en fait, derrière, il y a certaines personnes qui se désistent parce qu'ils se disent, mais dans tout ça, je dois enlever abonnement, frais de prestation, frais de publicité. Enfin, il y a plein de frais qu'il faut enlever. Et après, quand tu enlèves le tout, où est-ce que vous avez fait? Et surtout, pour des personnes qui sont sur le marché européen, britannique, américain, c'est des personnes qui payent énormément de frais en TV, d'impôts. Ils payent beaucoup d'impôts. Hein? Énormément. Donc, dans ces cas-là, quand ils font tout ce calcul, ils se disent, mais attention, qu'est-ce que je gagne? Et encore, surtout si vous vendez surtout des formations en ligne, que c'est des formations high ticket, vous êtes obligé de faire des paiements plusieurs fois. Et quelqu'un en route va se dire, bah, ça ne me convient plus, je laisse tomber. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de réalités en fait que le truc là, ça cache. Et aujourd'hui même, pour faire un peu le saut hein, dans un autre truc, puisqu'on parlait de l'IA tout à l'heure, je voulais dire en fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'IA et tout, mais à force de rendre ça glamour, de montrer en fait le côté glamour, on oublie la difficulté en fait qu'il y a dans le truc. Parce que dans l'IA aussi, il y a de la difficulté. Bien sûr. Moi, en fait, la dernière fois en agence, nous avons décidé de faire, on a une rubrique là de contenu qu'on crée sur les scoops de la semaine, c'est-à-dire les actualités qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons décidé de réaliser ça 100% avec ChatGPT. Le temps que ça nous a pris, moi j'ai la version premium de ChatGPT, mais le temps que ça nous a pris pour réaliser ça, parce que en fait, ChatGPT, en fait, c'est tellement utilisé dans le monde que
ils ont limité la génération d'images à 3 en 30 minutes. Donc en 30 minutes, tu ne peux pas générer plus même en premium, c'est 3. Ouais, même en premium. Ah, ouais. Tu ne peux pas générer plus de 3 images en 30 minutes. En 30 et minutes. C'est hyper difficile. À chaque fois que tu génères une image, avec des tests, il y a l'illustration, il y a le titre, il y a la description qui va avec, et il y a le logo de BSM qui doit venir à chaque fois, et il y a le titre, scope de la semaine qui doit revenir sur chaque visuel. Donc il faut que ça soit uniforme. Donc c'est un seul prompt, mais à chaque fois, il faut réparer un peu, il faut corriger ça. Ce qui a été fait. Et bizarrement, en fait, l'IA, chaque fois que tu lui dis... tu lui fais une petite correction, ça update en fait sa mémoire. Et après, si tu as un autre visuel qui n'a pas ce problème-là, il faudra en fait lui dire d'oublier ce que tu viens de lui dire là. C'était compliqué. J'ai passé en fait près de 3 heures comme ça à me casser la tête entre autres tâches, quoi. Parce qu'il fallait pas que je me concentre uniquement sur ça et tout. Donc c'est sorti, nous on a publié sur les réseaux sociaux, on a dit on a généré par l'IA et tout. Mais je sais le travail que ça m'a pris. Et si je devrais travailler avec Canva, je suis sûr que j'aurais utilisé le même temps pour pouvoir faire ça. Donc j'ai fait ça avec l'IA et quand j'ai montré, les gens trouvaient ça intéressant. Mais derrière, il y a tout le travail que j'ai travaillé, il y a du truc là et tout. Et ça cache également une autre réalité, c'est que on voit que le côté génération de contenu. C'est-à-dire, on voit l'IA comme un outil génératif de contenu. Mais on ne voit pas l'IA comme un outil vraiment, en fait, qui peut faire autre chose. Oui. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est autre chose. Hein. Il y a l'analyse de données qui est là, par exemple. Il y a beaucoup d'autres choses, en fait, qui sont derrière. Aujourd'hui, on est trop concentré en Afrique, malheureusement, sur la génération. La première fois que on parlait d'IA, c'est dans quoi? Dans l'automobile. J'écrivais un article pour un constructeur. Donc c'était pour faire les voitures autonomes. Ils avaient besoin de ça. Donc c'était au... C'était en 2016, 2017, comme ça. Donc les gars, ils étaient en train de voir comment ils vont perfectionner le logiciel pour que ça aille beaucoup plus voilà, et avec précision, parce qu'il y avait des voitures qui déraillaient un peu de la voie. Donc comment travailler sur la précision, tu vois, ça c'était l'IA. Depuis longtemps, hein. Donc je pense que l'IA c'est depuis au moins 50 ans cette histoire-là. Oui. Tu vois, c'est vrai que nous on est. Voilà, donc aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un, tu dis ChatGPT. C'est la version open. Et c'est novembre 2022, je pense, si je ne me trompe pas d'année, je pense novembre 2022 qu'ils ont lancé cette version-là. Sinon, avant ça, on avait déjà des outils de génération de contenu, comme Jasper, par exemple. Mais qui n'étaient pas connus. Ou bien qui étaient très chers à utiliser. Mais ChatGPT est venu gratuitement. Et après, ils ont lancé l'application, tout le monde pouvait avoir ça sur son téléphone. Donc, c'est justement là, on oublie souvent en fait cette partie chat du nom. ChatGPT. Ils ont juste rendu l'IA voilà, conversationnelle. Voilà. Sinon, l'IA, en réalité, bon, c'est beaucoup d'autres choses. Hein. Et aujourd'hui, c'est pas parce que moi, je génère des images, je peux faire des choses absolument... Tu peux dire que tu es expert en IA. Moi, je crois que personne n'est expert en IA. Pour l'instant, on est expert dans notre domaine et on utilise l'IA pour nous aider dans notre domaine. Exactement. Et même l'utilisation, même, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Moi-même, qui suis ici, encore tellement de boulot dans ça. Je dis ça parce que la dernière fois, j'ai vu, quand j'ai lancé en fait mon e-book là, le e-book que j'ai créé pour résoudre le problème, apprendre avec l'IA et tout. Donc en fait, en réalité, c'est juste un e-book où je te montre en fait véritablement comment tu peux apprendre des choses en utilisant en fait les IA génératives. D'accord. Et donc ça ne parle pas que d'IA même, ça parle de YouTube, ça parle de trucs là, de plans, de révision, de tout ça quoi. Mais vraiment complet en fait sur le côté apprentissage. Mais quand j'ai lancé ça, bon, comme moi j'ai une audience un peu grande et tout, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça. Et j'ai vu en fait des petits commentaires de gauche à droite de gens qui disaient bah eux maintenant ils ont utilisé l'IA jusqu'à ils sont devenus spécialistes ou ils écrivent un livre et tout. Donc genre c'est-à-dire parce que tu as créé un livre qui parle d'IA, on a l'impression que tu es devenu expert en IA. Mais non, pas forcément. Il y a le côté génératif du truc sur lequel tu peux parfaitement en fait quand même maîtriser un peu pour dire voilà, moi je sais maintenant comment créer des agents IA. Si tu sais créer des agents IA, tu peux dire quand même que tu maîtrises un peu l'IA en fait, en tout cas sur cet aspect de la chose en fait. Donc ce serait très bizarre en même temps, de la même manière que c'est bizarre de dire je suis expert en IA, c'est de la même manière qu'on puisse penser que quelqu'un ne peut pas quand même utiliser l'IA générative et devenir quand même en fait un maître. Bien sûr, si tu crées une formation en WordPress, moi ma première formation en WordPress, on m'a presque obligé à le faire.
Tu vois, parce que je partageais des connaissances sur Internet et tout ça, donc je recevais plein de questions. Comment tu as créé ton blog? Comment tu as fait ta boutique en ligne? Tout ça, plein de questions. Je dis, bon, ça, nous avons fait formation, nous avons fait payer les gens, tu vois. Donc j'ai créé ma formation, mais je ne suis pas expert en WordPress. Oui. Il y a des gens, c'est des développeurs WordPress, hein, ils sont calés sur le sujet. Hein. Moi, je sais juste comment je peux créer mon blog tranquillement, poser mes articles, tu vois, faire mon site, tout ça, mais je ne suis pas un expert en fait. Donc, il faut savoir que tu partages ta manière d'utiliser l'outil avec les autres sans être expert forcément. Parce qu'ils sont aussi débutants comme toi, ils veulent apprendre de toi. Mais tu prends un expert, il vient là, il commence à parler, on ne comprend rien. Hein. Ouais, tu comprends ce que je dis? Parce que les experts utilisent des langages. Parce qu'entre débutants, on se comprend. Oui. Et entre experts, ils vont se comprendre là-bas. Tu vois? Donc, c'est pas. Voilà, c'est. Par exemple, c'est pas celui qui a chat et OpenAI. Je sens oui, Sam Altman. Sam Altman ne peut pas créer un guide sur l'utilisation de ChatGPT. Il va s'envoyer. C'est trop bas pour lui en fait. Il n'a pas la capacité de le faire. Il n'a même pas la patience. Pourtant, c'est un expert en IA en fait. Mais il n'a pas la capacité en fait de créer justement cette partie-là. Et quand Justin parle de sa formation WordPress, il n'y a pas un autre moyen pour appeler cette formation-là. C'est une formation WordPress. Mais il fallait dire formation WordPress créée par un non-expert WordPress. Non, une formation WordPress créée par un débutant pour les débutants. C'est vrai qu'il y a ces nuances-là, les nuances-là qu'il faut faire. On va aborder un autre sujet carrément. En fait, aujourd'hui, vous tous les deux, vous travaillez avec des entreprises. Vous allez bien nous partager des outils que vous utilisez au quotidien pour pouvoir aider ces entreprises-là. Est-ce que vous faites pour eux concrètement avant qu'on aborde la dernière partie de notre discussion libre? Ok. Honneur à ces... Bon, en fait, moi, c'est bien que tu as posé la question et tout. J'aimerais bien pouvoir voir, c'est pas la grâce de Dieu, cette vidéo un peu plus tard pour dire que tous les outils dont on aura parlé aujourd'hui seront déjà dépassés en ce moment. Parce que les outils, quand on en parle, ça c'est dépassé très rapidement et tout. Moi, je me rappelle, je faisais des formations où je parlais des outils comme Evernote et tout ça, mais aujourd'hui, c'est très dépassé. Je pense que les gens n'utilisent plus ces outils-là. Donc, pour parler d'outils, moi, je suis dans le marketing digital. Et donc, dans le marketing digital, je scinde toujours le marketing digital en trois parties. Il y a la stratégie, il y a la mise et l'exécution, et il y a en fait le suivi. Donc, ces trois parties-là, pour pouvoir générer des idées, bah, j'utilise principalement ma tête, tu vois, pour le dire de façon la plus basique possible. Maintenant, après, il y a des outils que je vais utiliser comme très pratiques, comme WhatsApp, hein, pour pouvoir stocker en fait des idées. Si par exemple, je suis en chemin, je vois en fait une lancée, genre... et lancer en fait d'une entreprise ou bien une affiche d'une entreprise, je vais noter, je vais dans WhatsApp, je note. Je vais dans Notion. Notion.io, je note. Je peux aller également dans l'application de notes de mon téléphone et je note et tout. Après, quand je viens en agence ou bien quand je suis beaucoup plus stable, je vais beaucoup plus principalement utiliser Notion pour pouvoir m'organiser. C'est l'outil principal que moi j'utilise pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir générer des idées. Et après, je vais utiliser Google Drive. Bon, je suis dans Google Drive, je parle des outils Google comme truc là. Comme Google Doc, que je vais utiliser principalement également, et que je vais utiliser Sheet également pour pouvoir générer des idées, mettre des tableaux, faire de la stratégie. Quand je fais de la stratégie, de la planification, je vais utiliser Google Sheet. Quand je veux noter des idées pour un projet en particulier, je peux utiliser Google Doc. Quand je veux par exemple présenter quelque chose, si ces idées-là, je vais les présenter, je vais utiliser Google Slides ou bien Canva, la présentation. Et dans l'exécution maintenant, je peux utiliser tout ce qui peut me permettre en fait de montrer mon travail. Parce que exécuter en fait dans le marketing, c'est tu as fait une stratégie, tu es resté dans ta chambre, tu as réfléchi et tout. Maintenant, c'est le moment de faire confronter ça. Il faut montrer ça aux autres. Et la première façon de montrer ça, c'est d'abord de montrer ça aux clients pour qu'ils puissent valider. Pour valider Google Slides, je l'ai dit tout à l'heure, et Canva pour la présentation. Le client valide, vous allez exécuter. Pour exécuter, il faut utiliser les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, moi, je vais utiliser Meta, la suite de Meta Suite. Je vais utiliser Swello. Nous, on utilise Swello, en fait, en agence pour programmer les posts et tout. Maintenant, pour la rédaction de contenu, nous allons utiliser Google Doc là encore, également. Moi, j'utilise, en fait, la version premium de Antidote. Donc, la version en ligne, l'éditeur en ligne. D'ailleurs, même ça me crée quelques caprices, mais j'aime beaucoup ça. L'éditeur en ligne d'Antidote, je pense que c'est super. En fait, il y a un outil en fait indispensable que je n'arrive pas à m'en passer, c'est justement l'éditeur d'Antidote. Ça me coûte à peu près 50 € chaque année. Par mois? Non, chaque année. Par an, ok. Chaque année et tout. C'est très intéressant parce que en même temps que tu écris, ça te corrige.
Mais donc, si par exemple, je veux faire une publication, la majorité de mes publications passent dans Antidote. Donc, je les écris directement dans Antidote. Ça me met les rouges et tout, je corrige et tout en même temps. Et je poste ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle Antidote, parce qu'ils peuvent se poser des questions. Ouais. C'est parce que quand tu connais, tu connais. Ok, il faut expliquer un peu plus à ceux qui ne savent pas. Ouais. Okay. Antidote, en fait, c'est un outil de correction. De façon basique. Donc, quand tu as un test, en réalité, il y a le logiciel. Il y a le logiciel où quand tu écris un test en tant que rédacteur web, tu passes dans ça. L'éditeur s'intègre en fait à Word, tu écris juste, tu cliques juste sur le V et ça te corrige en fait les tests et tout. Ça te corrige les grammaires, la typographie et tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et après, tu as une version très corrigée que tu peux balancer maintenant au client. Donc, cet outil-là existe en version en ligne. Comme tu peux aller Word qui a Google Docs. Voilà, en version en ligne, en version édition. Okay. Donc, ça me permet également d'éditer parce que, en fait, je ne sais pas, Gisèle le confirmera, quand tu es dans les domaines créatifs, tu écris beaucoup. Hein. Oui. La moindre chose, tu veux mettre ça pas écrit. Parce que tant que c'est pas écrit, c'est pas encore de l'idée. Une idée qui n'est pas écrite, c'est pas encore de l'idée. Donc, moi, j'utilise ça, cet éditeur-là principalement. Et après, dans tout ce qui est exécution également, il y a les outils Photoshop et Illustrator et tout. Ça, ce sont les graphistes qui utilisent ça. Mais moi, j'utilise principalement Canva pour réaliser des affiches. Donc, il y a beaucoup d'affiches que je réalise, que ce soit par exemple pour la communauté des rédacteurs web, je réalise les affiches principalement avec Canva. Moi, j'utilise Canva pour réaliser mes propres affiches et tout. Et après, j'ai déjà parlé de Meta Suite, de LinkedIn, des réseaux sociaux principalement. Et maintenant, dans le SEO. Le SEO, ce n'est pas la même chose parce que dans le SEO, déjà à partir de la stratégie, il y a des outils que tu vas utiliser comme par exemple SEMrush, qui est beaucoup plus en fait truc là. J'ai switché en fait il y a 3 mois sur SEO Ranking que j'utilise également en plus de SEMrush. Donc avec déjà en fait SEO Ranking et avec SEMrush, tu as déjà tout ce que tu veux dans le SEO. C'est vrai que tu peux partir sur Uber Suggest et tout ça, mais c'est vraiment en fait supplémentaire. C'est une question d'habitude aussi. C'est une question d'habitude. Mais aujourd'hui, comme il y a déjà ChatGPT, j'utilise ChatGPT également dans mon process de création d'idées. Je peux par exemple lui fournir en fait une idée en gros et lui demander de m'aider en fait à détailler ça, ou bien prendre en fait une idée déjà exécutée par une marque, lui fournir en fait une marque avec une problématique différente pour lui dire de t'inspirer de cette stratégie pour proposer en fait une nouvelle stratégie pour cette marque là qui a une cible un peu différente et tout. Et là, tu vas avoir à peu près les mêmes idées, mais adaptées à la nouvelle marque. Donc ça, c'est pour l'idéation, c'est principalement cet outil-là que j'utilise au quotidien. Maintenant, dans l'exécution, je vais utiliser WordPress. Moi, j'ai appris en fait à développer des sites web avec WordPress. Donc, je vais utiliser WordPress principalement pour pouvoir mettre en ligne des contenus, pour pouvoir vérifier en fait des statuts, des trucs et tout. Donc, WordPress principalement, Canva principalement et tout. Et après, l'autre outil que je vais utiliser, c'est les outils Google de suivi. Pour pouvoir faire la phase suivi maintenant. Google Analytics, principalement, pour vérifier le trafic, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites web et tout, Google Analytics. Il y a Search Console. J'utilise principalement Search Console et j'utilise en fait l'outil, les équivalents en fait en Bing parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas Bing. Mais pour certains projets, surtout pour les projets par exemple qui attirent du trafic dans les pays anglophones, ils utilisent Bing. Dans le Nigeria et tout ça, les gens utilisent beaucoup en fait Bing dans ce pays-là. Donc si tu viens aujourd'hui sur mon ordinateur, j'ouvre mon ordinateur, c'est principalement ces outils-là qui sont ouverts permanemment. Il y a ChatGPT, il y a Antidote, il y a tous les outils de Google, Sheet, Doc, Drive. Mon Drive est tout le temps ouvert, mon Gmail également qui est ouvert là. Et après les outils de suivi également qui sont ouverts tout le temps. Par exemple, on a lancé un projet dernièrement, un média. Et tout le temps, j'étais devenu presque accro à Search Console parce que le trafic est 100% SEO. Et on a commencé par réaliser de beaux scores, comme par exemple 10 000 trafics par jour et tout. Donc, j'étais devenu très accro à ça. Chaque jour, je devrais vérifier, actualiser. Nous, voir si on est venu dans Discover. On a lancé le projet 3 mois après, on a apparu dans Discover. Et Discover, on te parle de beaucoup de trafic. Hein. C'est des milliers de trafics en fait, qui viennent de Discover. Donc, en fait, j'étais devenu un peu accro à ça. Donc, ce sont ces navigateurs-là que j'ai le plus souvent ouverts. J'utilise comme hébergeur Hostinger. Donc, principalement, j'ai Hostinger également qui est ouvert. Je pense que c'est principalement ça comme outil que j'utilise. Ça, c'est intéressant. Et je ne vais pas me répéter, ce qu'il a dit parce que c'est comme dans le même domaine, tu vois. Tu vas revenir, tu vois. Après, il y a juste l'outil Answer the People. Je ne sais pas si tu utilises ça pour pouvoir. En fait, c'est un outil que tu mets le mot-clé.
et il te sort toutes les questions que les gens posent par rapport à ça. Donc, ça nous permet de trouver des sujets d'articles, en fait, pour les moi, je en sciences de plutôt. Tubidi aussi, ouais. Ah, je ne savais pas. Mais je crois que c'est révolu. D'ailleurs, ça a commencé pas très bien. Il y a also Askit. Also Askit. Qui est également l'équivalent. C'est très intéressant hein, pour le copywriting et pour le SEO. D'accord. Aujourd'hui, les outils, pour se dire la vérité, comme je prends ma retraite, je travaille de moins en moins. Tu vois ce que je dis? Donc, je suis beaucoup plus dans les appels, tu vois, je suis beaucoup plus dans Zoom, tu vois, ou Google Meet et tout ça, avec les entreprises et tout ça. Après, s'il faut faire des montages rapides, tout ça, donc tu me verras souvent sur Premiere Pro ou CapCut, tu vois. Donc, je suis beaucoup plus en mode posé, bon, tu vois ce que je dis? Donc, c'est un peu ça. Après, j'ai les équipes qui bossent derrière, tu vois. Ça, c'est super ça. Donc, merci beaucoup à vous pour le partage de ces outils-là. Dernière partie. Je suis jeune. Enfin, je veux forcément qu'on en parle parce que je vois beaucoup de jeunes faire l'erreur. C'est peut-être moi, je suis grincheuse sur mon argent.